On sait que plusieurs congés courts sont plus bénéfiques que de longues vacances une seule fois dans l'année. Et je conseille à chacun de prévoir ses pauses de quelques jours le plus à l'avance possible. Beaucoup de gens ont du mal à gérer la surabondance d'offres. En ligne, ça semble génial, les photos sont superbes, on pense avoir trouvé l'hôtel idéal, jusqu'à ce qu'on tombe sur un commentaire négatif qui dit que c'est le pire endroit au monde. Et là, on hésite à nouveau. Est-ce vraiment ce qu'on cherche? Quand on organise ses vacances, une excellente question à se poser, c'est « Qu'est-ce que j'aimerais faire? Quel endroit aurais-je envie de voir si je ne pouvais faire aucune photo sur place? Est-ce que je grimperais vraiment jusqu'à ce joli lac de montagne? » Mes premiers souvenirs de vacances, ce sont des raviolis en boîte, un minibus et une tente minuscule. Bref, on faisait du camping. Aujourd'hui, je me sens trop vieille pour dormir sous une tente, mais je reste adepte du tourisme individuel. Les séjours tout compris en hôtel-club avec navette pour l'aéroport et bar de la piscine, je ne connais pas. Mais je rentre rarement vraiment reposée. Comment récupérer? Et quelles sont les astuces pour réussir à vraiment déconnecter? Friederike Zandao a travaillé pendant 7 ans comme hôtesse de l'air et a parcouru le monde, du Kazakhstan au Panama en passant par l'Éthiopie. Une expérience qui lui a appris comment bien vivre ses vacances. Elle et sa mère partagent une tradition. Chaque année, début septembre, elles partent ensemble au lac de Garde. Toujours au même endroit, toujours dans la même location. Comment réussir ses vacances 100% détente et zéro surprise? Johannes Bannert est chef concierge dans un hôtel 5 étoiles de Berlin. Son métier, anticiper et réaliser le moindre désir des clients, notamment pour leur organiser un séjour parfait, avec visite de la ville taillée sur mesure. Sur quoi mise-t-il ? Ce qu'on attend et qu'on espère des vacances, ça dépend avant tout de nous et de nos aspirations. Faire du tourisme n'est rien d'autre qu'une projection du voyage de ses rêves. Lorsqu'on part au Vietnam et qu'on découvre l'agitation d'un marché local, ce qu'on ressent dépend moins du marché lui-même que des images qu'on a fantasmées, de nos envies et de nos espoirs, de la vision du monde qu'on s'est forgée. S'il vous plaît? C'est par là. Par là? Merci beaucoup. On peut supposer que l'être humain est malheureux quand il est dans un état de permanence, quelle que soit la forme de cet état. Il n'existe aucune culture qui n'ait pas de césure, de moments de pause. Un texte d'Épictète dira aussi « L'homme n'est pas fait pour prendre racine, il est fait pour voyager, pour voir le monde et pour parcourir les mers. Ce qui implique aussi de faire quelques voyages exploratoires qui ont pour fonction d'abord de comprendre comment la nature est fabriquée, mais aussi de nous faire changer d'air. Bonjour. Bonjour, je suis Ronia. Friederike, enchantée. Enchantée. Bienvenue. Merci. Quel bel endroit. Oui, je trouve aussi. Super chouette. Tu as fait bon voyage? C'était interminable. Je n'en voyais pas la fin. Je suis contente d'être arrivée. Tu es fatiguée? Un peu. Alors je te propose qu'on aille prendre un café ou un spritz. Je dirais plutôt un spritz. Je te fais entièrement confiance. Ok. Avant le départ, il est important de réfléchir à ce qu'on prévoit de faire. Il faut clarifier les attentes de chacun et songer aux moyens de les concilier. Parce que quand on part en famille, tout le monde ne se fait pas forcément la même idée de ce séjour. Souvent, ça se passe mieux quand les enfants sont contents. L'idée qu'on est responsable de rien, que chacun peut décider par soi-même de ce qu'il veut faire, ça devient vite un fardeau. Parce qu'il faut constamment prendre des décisions pour passer les meilleures vacances possibles. Et les enfants nous déchargent de pas mal de ces décisions.
J'ai des clients qui choisissent leurs vacances à tour de rôle. Une année, ce sont les enfants qui décident, parc de loisirs, boum pour les petits. Et l'année suivante, ce sont les parents. Ça marche plutôt bien. Partir loin, ça aide généralement à basculer en mode vacances. Dès la descente de l'avion, on est dépaysé. L'air est différent. Les gens parlent une autre langue. Grazie mille. À la tienne. Grazie, chin chin. Tu parles italien? Un peu, oui. J'ai vécu en Italie. Et même si c'était il y a longtemps, j'en ai gardé quelques notions. Quand on entend une langue étrangère, ça met tout de suite dans l'ambiance. C'est vrai. J'ai quand même beaucoup de mal, quand j'arrive sur mon lieu de vacances, à changer de rythme. À passer en mode vacances. Oui, c'est ça. Le bruit, le portable qui sonne, un dossier à boucler et soudain... Wow, tout est calme. Comment fais-tu pour basculer au plus vite en mode vacances? Mon secret à moi, c'est que j'essaye de ne pas tout faire au dernier moment avant le départ. Ça me permet de ralentir, de faire redescendre la tension déjà avant de partir. Ah, bonne idée. Et sur mon portable, je supprime ou je mets en sourdine les applis professionnelles. Ça évite les notifications stressantes. On se dit toujours qu'ils ne s'en sortiront pas sans nous au boulot, alors que ça tourne. Personne n'est indispensable. C'est ça. Comment se déroulent vos journées ici? Est-ce que vous allez toujours au même café, au même resto le midi, puis à la même plage? Presque, oui. La journée commence avec un café au lit et un livre. Puis on s'installe ici pour petit déjeuner, avec un café ou une brioche. Et les heures passent tranquillement. C'est toujours comme ça que tu envisages tes vacances? Ou c'est seulement ici? Il n'y a que pour ces vacances qu'on s'autorise à ne rien prévoir. C'est une parenthèse pour ma mère et moi. Avec mon compagnon, je fais autrement. Et autrefois, quand on partait en famille avec mon frère, c'était encore différent. On passait tous nos étés au bord de la mer Baltique. Le tourisme, tel qu'on l'entend aujourd'hui, est un enfant du romantisme. Or, le romantisme repose sur la nostalgie du temps passé. Le voyage touristique est donc essentiellement un voyage dans le temps. D'une part, dans l'histoire de notre propre culture, mais aussi dans le passé de notre propre personne. Je n'y vais pas chaque année, mais je retourne de temps en temps à Meierhofen en Autriche, parce que c'est là qu'on allait quand j'étais petit. Il y a quelque chose de nostalgique là-dedans. On replonge dans le temps béni de l'enfance, où tout allait de soi et où la vie était moins compliquée. C'est une sensation agréable. Quand on a un endroit comme ça, un lieu différent mais familier, avec une forte charge positive, je crois que ça rend la vie plus belle. Notre journée type en vacances commence avec la question « As-tu passé une bonne et longue nuit ?» Oui, j'ai bien dormi. Ok. Puis on va à la plage, on nage, on lit, on fait la sieste. Un pisolino, comme on dit ici. Ensuite, on se demande si on sort dîner ou si un apéritif dînatoire suffira. Puis on va se coucher. Et le lendemain, on recommence. Vous vous couchez à quelle heure? Assez tôt. Des congés annuels ne suffisent pas à rattraper la fatigue des 10 mois précédents. Tous ceux qui partent en vacances épuisés le savent. Les 2 ou 3 premières nuits, on dort beaucoup, 10 à 12 heures. Puis, à partir de la 3e ou 4e nuit, on retrouve sa durée de sommeil idéale. Le bénéfice des vacances s'estompe rapidement. La plupart des études estiment qu'1 ou 2 semaines après notre retour, on est dans le même état mental qu'avant. Néanmoins, il est important de partir et de faire d'autres expériences. C'est enrichissant, même si l'effet reposant ne dure pas. Il faut bien dire qu'il y a quelque chose d'absurde à faire sa valise, partir à l'aéroport, voler sur des milliers de kilomètres, arriver à l'hôtel, se poser au bord de la piscine, au soleil, pour se dire « là, je suis reposé ». Mi farò prestare un soldino di sole perché regalare lo voglio a te. Lo potrai posare sui biondi capelli, quella nube d'oro accarezzerò. Questa piccolissima serenata con un fil di voce. Je crois que je commence doucement à me détendre. Je suis bien plus calme qu'à Berlin. Tant mieux, c'est bien. Tu as été hôtesse de l'air, c'est ça?
Membre d'équipage, oui. C'était comment? C'était passionnant, très varié. En peu de temps, on est très loin. C'est quoi ton meilleur souvenir? 5 jours au Panama, entre 2 vols. C'était magnifique. J'étais sur une île avec le plus beau ciel étoilé que j'ai jamais vu. Qu'est-ce que ça t'a appris d'utile pour les vacances? La patience. Beaucoup de patience. On attend beaucoup. Le temps que les passagers embarquent, débarquent. J'ai aussi appris à être seule parce que j'étais une lève-tard. Les autres membres de l'équipage avec qui j'aurais pu passer du temps se levaient tous de bonne heure. Donc le matin, je me retrouvais seule au petit déjeuner. Puis je passais la journée seule, ce qui était agréable aussi. Toutes les choses qu'en vacances on ferait normalement à plusieurs et auxquelles on ne veut pas renoncer, on apprend à les faire seul. Tu penses qu'on a besoin de beaucoup de vacances? Ça dépend si au quotidien, on arrive à se garder des moments off pour décompresser. Comment tu fais ça? Dès que je peux, le matin, je prends le temps de lire. Ou bien le week-end, je vais parfois me mettre au vert. En fait, les Allemands sont très privilégiés. La loi prévoit 20 jours de congé par an pour une semaine de travail de 5 jours. Mais grâce aux conventions collectives, la plupart des gens ont plutôt entre 28 et 30 jours. En comparaison avec le reste du monde, c'est beaucoup. On a plus de temps libre que jamais auparavant. Et malgré tout, il est évident qu'on se sent bien plus stressé. La norme culturelle, surtout pour ma génération, c'est qu'une belle vie est une vie bien remplie. Ça implique d'enchaîner en un temps toujours plus court, le plus possible d'activités et d'expériences intenses et particulières. Partant de là, on peut se demander si ça nous fait vraiment du bien. Dans la finance, on dit toujours qu'il faut diversifier son portefeuille pour réduire les risques. Et si on faisait de même avec les vacances? Au lieu d'investir tout son budget vacances dans un seul long séjour, on répartit le risque sur 8 ou 10 micro-vacances. À chaque fois, on a tout à y gagner, sans même devoir partir à l'autre bout du monde. On sait que plusieurs congés courts sont plus bénéfiques que de longues vacances une seule fois dans l'année. On se repose beaucoup plus efficacement quand on répartit ces courtes pauses et qu'on les anticipe. Ce qu'on entend par le mode vacances, c'est surtout une prise de distance avec le quotidien. Et je parle là plus de distance mentale que de distance géographique. Il y a plein de solutions pour déconnecter, sans forcément partir loin. Moi, par exemple, qui habite Berlin, je peux facilement aller dans le Brandebourg pour y passer une nuit sous une tente. 23% des Allemands ne partent jamais en voyage, selon les chiffres fournis l'an dernier par le syndicat allemand du tourisme. C'est injuste de laisser entendre qu'il faut voyager pour avoir une vie belle et intéressante, alors que beaucoup de gens n'en ont pas les moyens. Et encore moins de gens, c'est certain, ont le privilège de pouvoir se payer un séjour dans un hôtel 5 étoiles. Moi, en tout cas, je ne peux pas. Mais aujourd'hui, je vais passer la journée avec Johannes, chef concierge et spécialiste des escapades citadines. Bienvenue. Tu as fait bon voyage? Très bon et rapide, de Berlin à Berlin. La suite est au 7e étage. Je vais t'accompagner. Oh, mais c'est immense! Avec une chambre séparée? Génial. Quel type de clients passe la nuit ici? Beaucoup de nos membres du programme Élite réservent cette suite, qui est très appréciée du fait de sa taille. C'est d'ailleurs l'une de mes préférées. Vraiment très beau. Je n'aurais pas de mal à rester ici. Comment devient-on un bon concierge? Quelles sont les qualités requises? Pour être un bon concierge, il faut avant tout une bonne connaissance de la ville. Il faut la connaître comme sa poche, surtout si elle est aussi étendue que Berlin. Je dis souvent qu'on dispose de quelques minutes seulement pour cerner un client et ses centres d'intérêt. En 2-3 questions, on doit pouvoir répondre à ses attentes. Quel genre de questions? Montre-moi.
C'est votre première fois à Berlin? Vous êtes plutôt culture ou shopping? Souhaitez-vous que je réserve une table pour ce soir? À partir de ces questions, on essaye de déterminer le chemin à suivre et de guider le client dans la bonne direction. Et surtout, la règle d'or, c'est de ne jamais proposer quelque chose qu'on n'a pas testé soi-même. Il n'y a rien de pire que de recommander un restaurant où on n'a jamais mangé et d'avoir un retour négatif le lendemain. C'est à éviter. Qu'est-ce que ce métier t'a appris? Comment passer de bonnes vacances? Il faut prendre son temps et vraiment en profiter. Un séjour citadin, c'est sympa, c'est amusant, mais c'est surtout très court. On veut caser le plus de choses possible en très peu de temps et le résultat, c'est qu'on ne fait que courir d'un point à un autre, sans s'imprégner de l'atmosphère de la ville. Mieux vaut faire des choix. Ne pas se focaliser sur les attractions touristiques, mais plutôt flâner dans les zones moins fréquentées, qui ont aussi leur charme. J'ai déjà remarqué une vraie contradiction dans mes propres habitudes de voyage. Je me dis souvent que j'aimerais dénicher un petit restaurant caché, local et authentique. Mais pour être tout à fait honnête, j'ai plutôt le réflexe de sortir mon téléphone en pleine rue et de regarder sur Google le nombre d'avis positifs. Si je vois que le restaurant en question n'a que 4,2 étoiles, je vais me dire qu'il ne doit pas être si bien que ça. En matière d'avis sur Internet, il est extrêmement utile de regarder qui a laissé une évaluation et de quand elle date. Si je suis en vacances avec ma copine, mon copain ou un ami, et qu'on a 25 ans, par exemple, alors il faut aussi consulter les avis des clients de 25 ans qui sont venus entre amis ou en couple. Pour venir ici aujourd'hui, j'ai traversé le quartier de Kreuzberg en taxi et j'ai vu des coins que je n'avais encore jamais remarqués. C'est pour moi comme une petite échappée. Je vois quelque chose de nouveau et je n'ai même pas à changer de ville. Merci, ça a l'air délicieux. Je trouve ça fascinant d'apprendre d'où viennent les gens et où ils vont. Dans un hôtel, on est un interlocuteur privilégié. On entend des histoires incroyables de villes lointaines, de pays exotiques, racontées par des gens qu'on ne connaît pas, avec qui, d'une certaine manière, on crée immédiatement un lien. Comment sauver de mauvaises vacances qui ne se déroulent pas comme prévu? Se montrer résolument optimiste, se dire qu'on ne peut rien contre le mauvais temps, et trouver une petite consolation. Si par exemple, un client n'a pas aimé le restaurant conseillé, je fais monter un petit quelque chose dans sa chambre, comme un dessert, pour essayer de sauver sa soirée. C'est le genre de petite attention qui aide à faire passer en douceur la pilule d'une mauvaise soirée, ou de vacances décevantes. Des douceurs. C'est ce que le lauréat du prix Nobel d'économie Daniel Kahneman nomme la peak end rule, la règle du pic et de la fin. Quoi qu'on vive, on se souviendra avant tout du moment fort et de la fin. Si la compagnie aérienne égare ma valise, ça va me rendre fou, parce qu'en arrivant à l'hôtel, je ne pourrai pas me changer. Mais au bout du compte, ce n'est pas ce qui va dominer mon souvenir du voyage, à condition d'avoir un dernier jour agréable et un moment fort. Dix ans plus tard, la plupart des gens ne se rappellent pas des moments de détente au bord de la piscine, mais se souviennent des jolies rencontres qu'ils ont faites, ou que leur porte-monnaie a été volé et qu'ils ont dû se débrouiller dans cette situation. Voilà le genre d'anecdote qu'on raconte encore des années plus tard et dont on a peut-être appris quelque chose. C'est bon à savoir. Les mauvaises vacances font de bonnes histoires. Le récit horrifique de mon séjour dans un hôtel miteux se vendra mieux à mon retour que le roman soporifique de mes vacances de rêve. On touche là à un autre problème. Il doit se passer des choses dignes d'être racontées, qui m'apportent de la reconnaissance. Les vacances, un levier de prestige social ?
Comme avec presque tous les biens de consommation, les vacances sont associées à un certain prestige social. C'est une façon de se distinguer. Dès les années 1900, il y avait des endroits méprisés par tout voyageur qui se respecte. Le mouvement contestataire de 1968 a poussé ce phénomène à l'extrême, avec l'apparition du concept de voyager autrement. Soudain, la Tour Eiffel ou le pont du Rialto, mitraillés par les touristes lambda, c'était ringard. Ce n'était plus là qu'il fallait aller, mais dans les boui-boui des quartiers ouvriers. On ne voulait plus de sightseeing, mais du life-seeing. Observer la vraie vie des gens en train de préparer leur soupe. Heureusement, ça ne s'est pas imposé. Imaginez, au lieu d'aller passer leurs vacances sur la côte espagnole, à Lloret de Mar ou Benidorm, des hordes de touristes débarqueraient à la campagne et fourreraient leur nez dans toutes les cuisines du village. On fait tous pareil en vacances. On arrive dans un bel endroit, on fait waouh! Et puis, presque par automatisme, on sort son portable de sa poche pour faire une photo ou une vidéo. Moi, j'essaie de m'obliger à profiter d'abord du moment et du lieu pendant une dizaine de minutes. C'est bizarre. Parfois, je me demande si on escalade une montagne parce qu'on se dit « c'est magnifique, je trouve ça génial » ou parce que ça fera une belle photo. Sans photo, c'est comme si on n'y était pas. Oui, c'est un peu ça. Il y a quelques années, je me suis rendu compte que je faisais de superbes photos de ma mère. Mais ma mère aussi voulait me photographier. « Allez, c'est sympa, regarde-moi » Donc elle prenait des photos de moi, mais dessus, j'étais parfois vraiment moche. Avec un triple menton? Oui, un triple menton, la bouche grande ouverte, en train d'enfourner mon repas. Mon copain fait pareil. Mais j'ai fini par poster quand même ces photos, pour changer du contenu mère-fille parfaite. De l'anti-contenu? Oui, pour prendre le contre-pied. Parce que c'est aussi la réalité. Moi, je veux toujours revenir avec des histoires à raconter. Ton genre de vacances ne s'y prête pas vraiment et je trouve ça plutôt enviable. Puisque tu fais toujours la même chose, tu n'as pas cette pression de te dire « il doit se passer ci ou ça, je dois au moins flirter avec un surfeur ». J'espère qu'il ne se passe rien du tout, au contraire. Je veux des journées les plus calmes possibles, avec un minimum de décisions à prendre. Et je constate que jour après jour, ça devient plus facile de ne pas penser au travail. Ce n'est plus ma première pensée quand je me réveille. J'ai des centaines de messages non lus sur WhatsApp, mais je ne me laisse pas envahir par ça. Quand je suis ici, je ne suis pas ailleurs. Je vais prendre exemple sur toi. Ah oui? Oui. Un même endroit chaque année, cocktail dans la main, zéro portable. C'est ça. Je dois me rendre à l'évidence. Les vacances actives en routard m'apportent ma dose d'aventure et de prestige social, mais ne me reposent pas. Je profiterai peut-être plus de mes vacances avec un séjour tout inclus au bord d'une piscine, finalement. Pour ma part, je préfère séjourner à l'hôtel, parce qu'au moins, on profite des services hôteliers. C'est aussi une libération de se dire qu'on est là en touriste, qu'on est client. Ça délivre de ses propres prétentions à vouloir être le seul à découvrir les derniers endroits authentiques. Bonsoir. Ça y est, tu as fini ta journée? Oui. À quand remontent tes dernières vacances? J'en reviens à peine, il y a 4 jours. Non. Si. T'étais où? En Bavière, à Ruhpolding. Les plus belles montagnes. Oui, c'est ça. Très belle région. Absolument. C'est la 3e fois qu'on y va. Parce que ma femme adore la montagne. D'accord. Moi, je suis plutôt plage. Bord de mer? Oui. Et je garde un super souvenir de notre dernier petit séjour à la mer. On était assis dans une corbeille de plage à regarder les vagues. Le petit était assis devant nous, occupé à jouer dans le sable. Et nous, on était juste assis là, à contempler l'horizon. Souvent, je suis à peine rentrée de vacances que je suis de nouveau stressée par le vol, le long trajet, par l'idée de reprendre mon quotidien le lendemain. Est-ce que tu as des astuces pour prolonger la détente des vacances en rentrant? J'ai eu l'idée d'imprimer une photo de Ruhpolding que j'ai accrochée au-dessus du bureau de ma femme, à la maison, pour qu'elle puisse continuer de voir les montagnes et parce que c'était des vacances vraiment reposantes. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on y est retourné cette année. Je suis sûr que, même si je m'y oppose, ce sera pareil l'année prochaine.
Ça peut être une solution pour prolonger l'effet reposant des vacances, partager son bonheur avec d'autres personnes, ses collègues par exemple, ou bien disposer un objet sur son bureau ou son poste de travail qui nous rappelle les vacances. Avant, je restais sur mon lieu de vacances le plus tard possible. Je faisais même en sorte de rentrer avec le tout dernier vol. Mais j'ai remarqué que désormais, ça me stresse et que je ne veux plus faire comme ça. Je préfère rentrer de vacances 1 ou 2 jours plus tôt et prendre mon temps. Je ne suis pas encore de retour au bureau, mais je ne suis plus en voyage. Pour moi, le plaisir des vacances, c'est de ne plus être mon propre centre d'intérêt, mais de concentrer mon attention sur l'endroit que je visite et sur le monde en général. Comme si je prenais des vacances de moi-même. À partir de là, je commence à m'intéresser à des choses qui ne me parleraient pas en temps normal, ce qui est toujours une expérience enrichissante.